Quel lien y a-t-il entre un décès vieux de 5 ans, la disparition soudaine d'un père célibataire et une galerie creusée dans la roche par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale? A priori, aucun. En 2014, c'est pourtant le nœud que se retrouvent à démêler les policiers de la ville de Sète, dans le sud de la France. Car oui, ces 3 éléments sont bien intimement liés. C'est une véritable bombe à retardement qui n'attend qu'une petite étincelle pour exploser et remettre en doute ce que la justice considérait, peut-être à tort, comme une affaire classée. Voici l'une des affaires criminelles françaises les plus folles de ces dernières années et qui vient de rejaillir tout dernièrement. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu me vois ? Tu me vois bien là, hein ? Eh ben, comme les personnes et les entreprises malveillantes sur Internet. Oui, parce qu'il y en a plein parmi vous qui n'utilisent pas de VPN. Bon, ça tombe bien, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est une excellente solution pour te protéger. C'est pas moi qui le dis, ce sont les plus de 38 millions d'utilisateurs et les plus de 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot avec une note quasi parfaite. Et moi aussi j'utilise CyberGhost VPN tous les jours. Un VPN, c'est essentiel pour protéger ta vie privée numérique, parce que tu n'es pas protégé de base, même en mode incognito. Ton fournisseur d'accès à Internet, le service informatique de ton école ou de ton entreprise, le routeur Wi-Fi de ton domicile et même les sites web que tu visites, savent toujours qui tu es et suivent tes moindres faits et gestes. Et si tu vas sur un réseau Wi-Fi public, c'est carrément tes mots de passe, tes coordonnées bancaires, toutes tes infos personnelles que tu mets en péril. Pour stopper ces intrusions dans ta vie privée, il y a CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de ton trafic via des serveurs sécurisés de sorte que personne ne connaisse rien de ton activité en ligne. Ça se fait en 2 clics et CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous tes besoins. Et si tu doutes de l'efficacité du VPN, je te rappelle que dans certaines affaires criminelles, même le FBI n'a pas réussi à remonter la trace de certains témoins anonymes parce qu'ils en utilisaient. D'ailleurs, en changeant de localisation avec le VPN, tu peux aussi débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Par exemple, moi j'aime bien lire la presse américaine pour y découvrir le dernier psychopathe qui a frappé le pays. Et en me localisant aux États-Unis, je peux voir le tout dernier carnage qui a eu lieu malheureusement. Mais j'aime aussi regarder du sport, des animés, des films d'auteur comme Terminator 2, et donc j'ai tout le temps quelque chose à regarder parce que je n'ai plus de programme géorestreint grâce à CyberGhost. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour toi. 7 c'est beaucoup, ça veut dire que ton abonnement tu peux le partager avec du monde. C'est maintenant qu'il faut profiter de ce VPN parce qu'il y a une offre exclusive pour toi avec le lien et uniquement avec celui-ci dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits dans l'abonnement également. En plus, c'est sans risque, il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faut pas manquer ça, le lien est en description, il y a déjà 38 millions de personnes qui sont protégées et qui profitent de contenu bloqué chez eux, alors pourquoi pas toi ? Bon allez, on commence. Voici Alabama. Âgée de seulement 12 ans, la petite fille a déjà vu et entendu beaucoup de choses que tout parent préférerait épargner à son enfant. Les cris, l'alcool, les coups. Son père, Patrick, et sa mère, Claude, n'ont cessé de se déchirer pendant des mois sur fond d'alcoolisme et de violence conjugale. À présent, ils sont divorcés, et heureusement. Les choses ont fini par s'apaiser et tout se passe à présent dans une très bonne entente mutuelle. En réalité, Patrick est un véritable papa poule qui aime tellement sa fille qu'il lui a fait une promesse solennelle, celle de ne plus jamais toucher à la boisson pour elle. C'est un serment auquel il se tient formellement depuis maintenant plus d'1 an. Depuis, il fait son maximum pour se racheter auprès d'Alabama et devenir le père qu'elle mérite vraiment d'avoir. D'ailleurs, ce 22 juin 2014, il a réservé sa soirée pour se rendre au gala de danse de la petite, un événement qu'il ne raterait pour rien au monde. Pourtant, Alabama ne voit pas son père dans les rangs du public lorsque le spectacle débute. Elle ne le trouve pas non plus après, dans cette foule qui se presse pour aller féliciter les enfants. Une absence qu'elle ne comprend pas et qui serre son petit cœur de fillette, mais à propos de laquelle personne ne s'alarme encore réellement, malgré un étonnement général. Patrick a peut-être eu un empêchement, une urgence avec sa mère. Il s'est installé chez elle juste après son divorce en 2006, non seulement pour trouver du réconfort après l'épreuve de cette séparation difficile, mais aussi parce que sa mère, âgée,
avait besoin de quelqu'un qui puisse veiller sur elle au quotidien. Elle aurait pu avoir un problème de santé inattendu, ce qui aurait contraint son fils à la conduire en urgence à l'hôpital. À vrai dire, c'est la seule raison valable pour laquelle Patrick aurait pu manquer le spectacle de sa fille à Alabama. C'est aussi ce que pense son grand frère, Mark Isoard, lorsqu'on le prévient le lendemain matin que Patrick n'a pas été voir sa fille danser sur scène. De 5 ans son aîné, Mark a toujours été plus proche du petit dernier que de ses 3 autres frères et sœurs. Ce lien n'a fait que se renforcer avec le temps, car même à l'âge adulte, les 2 frères continuent de se voir tous les jours. Mark ne sait que trop bien à quel point son frère Patrick tient à tenir ses engagements envers sa fille, et à quel point il avait hâte de se rendre au spectacle de danse. Donc, s'il était absent, c'est certainement que quelque chose de grave l'a retenu. L'ostréiculteur de 54 ans compose donc le numéro de leur mère, Jacqueline. Elle décroche, ce qui signifie qu'elle est chez elle, et non à l'hôpital. Mais ce qu'elle s'apprête à lui révéler ne va faire qu'aggraver son inquiétude. Non seulement Patrick a manqué la représentation d'Alabama, mais il n'est pas non plus rentré dormir hier soir. Alors, où a-t-il bien pu passer la nuit ? Et qu'a-t-il bien pu faire de si important pour ne prévenir ni sa mère ni sa fille de son absence ? Mark connaît trop bien son frère. Il sait que quelque chose ne tourne pas rond. Le fait de laisser sa mère de 80 ans s'inquiéter toute la nuit, ce n'est tout simplement pas lui. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'avère que Patrick ne s'est pas non plus rendu au travail ce matin. Cette information, Mark l'apprend de la part de sa mère, qui a pris l'initiative d'appeler l'hôpital où son fils travaille en tant que chauffeur-livreur. C'est l'un des proches collègues de Patrick qui l'informe de son absence. Et encore une fois, ce comportement ne correspond pas à la personnalité de Patrick Isoard. Jusqu'ici, le cinquantenaire n'a jamais manqué un jour de travail. En plus de cela, il aime ce qu'il fait, et il s'entend extrêmement bien avec tous ses collègues. S'il avait eu un contretemps, ce qui peut arriver à tout le monde bien entendu, il aurait prévenu. Dès lors, la famille de Patrick Isoard acquiert l'intime conviction que quelque chose lui est arrivé. Oui, mais quoi ? Un accident de la route ? Un malaise ? Un problème de santé quelconque ? Ce sont, pour le moment, les 2 seules théories auxquelles s'attachent ses proches, qui ne peuvent imaginer un seul instant que quelqu'un ait pu vouloir du mal à ce père pour qui la vie se résumait à la pétanque, à l'hôpital, à sa fille et à ses amis. En tout cas, Mark Isoard a la ferme intention de retrouver son petit frère le plus rapidement possible. Après avoir été signalé la disparition de Patrick au commissariat, il ne perd pas de temps et commence lui-même son enquête. Pour ça, il s'arme de son téléphone, pour appeler tous les contacts qu'ils ont en commun. Puis, il compose le numéro de l'hôpital où travaille Patrick. Ses collègues confirment tous ne pas savoir ce que celui-ci a fait la veille au soir. Tous, sauf un. Ce dernier révèle à Mark qu'il a discuté avec Patrick, juste avant qu'il ne quitte sa journée de travail. Et il lui aurait confié avoir un rendez-vous à 16h, avec une mystérieuse jeune femme, près du cimetière du Pi. C'est tout ce dont il a connaissance. Pas banal comme lieu pour un petit rendez-vous romantique, car c'est visiblement bien de cela qu'il s'agit. Bon, après, ça dépend de ce que les gens aiment faire dans les cimetières, mais en général, sur cette chaîne, c'est assez flippant à chaque fois. Mais peu importe. Mark, la nièce de Patrick, ainsi que ses collègues, se mettent tous à sa recherche. En commençant bien sûr par le fameux cimetière où il était apparemment censé retrouver cet inconnu. L'endroit, situé à 1 km environ de la plage de la Corniche, est notamment connu pour abriter la tombe de Georges Brassens, attirant pour cette raison de nombreux visiteurs chaque année. Ah bon, ça va, pas de Dr Frankenstein à l'horizon. Parmi les véhicules garés devant le cimetière, se trouve justement un scooter blanc, que Mark reconnaîtrait entre 1000. C'est celui de son frère Patrick, ce qui signifierait qu'il est encore ici. Une montée d'angoisse serre la poitrine de Mark, en imaginant que son petit frère ait pu être victime d'un malaise, ou même d'une crise cardiaque, et s'écrouler dans un coin sans que personne ne l'aperçoive. Avec l'aide d'un ami, venu lui prêter main forte, il entreprend donc de ratisser les allées, et de vérifier chaque recoin ainsi que chaque tombe. Mais Patrick reste introuvable. Il s'est comme volatilisé. Tout ce qu'il reste de lui, c'est ce scooter, vers lequel converge alors le dernier espoir de Mark, qui n'a plus qu'une seule chose à faire, fouiller le véhicule. C'est forcément moins compliqué que s'il s'agissait d'une voiture, car le seul endroit où l'on peut ranger quelque chose, c'est dans le coffre situé sous la selle. En l'absence des clés, Mark et son ami sont donc obligés de forcer le petit espace de rangement à l'aide d'un tournevis. Malheureusement, ce qu'ils découvrent à l'intérieur ne va pas franchement les rassurer. Tous les effets personnels de Patrick Isoard sont restés sur place. Et ça, c'est rarement bon signe en matière de disparition. Son casque, son blouson, ses cigarettes,
mais aussi et surtout son téléphone, qui pourrait bien avoir des choses à révéler à propos du rendez-vous mystérieux dont il n'est jamais revenu. Marc Isoard déverrouille le téléphone portable de son frère. Pour tenter de tirer toute cette histoire au clair, il se rend dans l'historique des appels et fait défiler la longue liste de tous ses appels en absence, jusqu'à tomber sur le dernier contact auquel Patrick a répondu, à 16h. Le numéro est enregistré dans son répertoire. Il s'agit d'une certaine Audrey. Marc rappelle sans attendre, le cœur battant la chamade. C'est bien une jeune femme qui décroche. À sa voix, elle semble jeune. Marc, fébrile, lui explique la situation en quelques mots et lui demande si elle est bien l'inconnue qui avait rendez-vous avec son frère, au cimetière du Pi la veille. Son interlocutrice répond par l'affirmative. Oui, c'est bien elle qui a donné rendez-vous à Patrick Isoard. Et effectivement, ils se sont vus tous les deux vers 4h de l'après-midi, devant le cimetière. Ils ont discuté un peu, à peu près une vingtaine de minutes. Puis chacun est reparti de son côté. Elle n'a donc aucune idée de l'endroit où il pourrait se trouver en ce moment. Et désolé de ne pouvoir l'aider davantage. Si le lieu du rendez-vous était déjà étrange, il faut dire que la rencontre sonne tout aussi bizarre aux oreilles de Marc. Car contrairement à ce qu'elle affirme, il est à peu près sûr d'une chose, Patrick n'est pas reparti. Le frère inquiet recontacte donc le commissariat dans la foulée, pour les informer de la découverte qu'il vient de faire, mais aussi leur transmettre les coordonnées de la mystérieuse Audrey, vraisemblablement la dernière personne à avoir vu Patrick, et à lui avoir parlé avant qu'il ne disparaisse des radars. De nombreux éléments rendant cette disparition inquiétante, les policiers contactent aussitôt la jeune femme et la convoquent dans leur bureau. Ils souhaitent entendre ce qu'elle a à dire au sujet de ce fameux rendez-vous. À ce stade, elle est certainement la seule à pouvoir les aider à avancer dans cette enquête, alors que les heures défilent et que les chances de retrouver Patrick Isoard en vie s'amenuisent. Devant les policiers, Audrey réexplique plus en détail ce qu'elle a déjà dit à Marc. Un ami à elle l'a déposé au lieu du rendez-vous et elle a passé un peu plus d'un quart d'heure à discuter de tout et de rien avec Patrick, devant le cimetière. Après quoi, ils ont marché une grosse centaine de mètres ensemble jusqu'au rond-point du Vigneret. Là, elle est montée dans un bus et Patrick est reparti en direction de son scooter. C'est tout. Elle ne sait rien de ce qui a bien pu se passer après, ni ce que Patrick a pu faire pour disparaître en laissant toutes ses affaires, ainsi que son moyen de locomotion sur place. Tout ça c'est bien beau, mais on aimerait savoir qui est réellement cette Audrey dont on ne connaît finalement rien. Et surtout, qui elle représente pour Patrick Isoard. Une connaissance, une relation de passage, une petite amie? Son histoire n'est pas très compliquée à retracer, et les policiers comprennent assez rapidement à qui ils ont affaire. Une jeune femme un peu perdue, à l'enfance marquée par des abus sexuels, au QI bien plus bas que la moyenne et qui ne parvient pas à trouver un réel sens à sa vie. Elle s'appelle Audrey Louvet et est mère de 2 enfants de 2 pères différents. Elle préfère cependant ne plus utiliser son prénom de naissance, car s'étant récemment reconvertie à l'islam, elle s'est choisi un nouveau prénom, qui cadre mieux avec sa nouvelle religion. Amina. Bon, dans cette vidéo, pour des questions pratiques, on va tout de même l'appeler Audrey. Sans emploi stable, elle vit des aides sociales et nourrit sa famille grâce au Restos du Cœur. Elle assure aux policiers que ses enfants sont tout pour elle. Et sur le plan sentimental, eh bien, c'est un peu bizarre. On ne peut pas dire qu'elle soit en couple, mais elle est tombée folle amoureuse d'un rappeur sénégalais dont elle a vu un clip sur internet. Ni une ni deux, Audrey se fait tatouer le nom de son prince charmant sur le bras, et tant pis si elle ne l'a jamais rencontré. Elle échange de temps en temps avec lui sur les réseaux sociaux, ce qui lui suffit amplement pour le désigner comme étant l'homme de sa vie. D'accord, mais en ce qui concerne Patrick Isoard, il est effectivement loin d'être un inconnu aux yeux de la jeune femme qui admet le connaître depuis quelques années. À l'époque, elle avait eu une relation avec lui, mais elle avait malheureusement dû y mettre un terme car elle avait déménagé. Audrey explique qu'elle repensait souvent avec tendresse à Patrick et qu'elle avait eu envie de le revoir après toutes ces années. Voilà pourquoi elle l'avait recontacté ce 23 juin. Elle souhaitait renouer avec leurs bons souvenirs autour d'un café. Les policiers opinent. Ils retranscrivent les propos d'Audrey sur leur clavier d'ordinateur sans rien dire, mais ont le sentiment d'entendre quelqu'un réciter un texte appris à l'avance. Bon, c'est peut-être lié à la personnalité d'Audrey qui, timide et introvertie, n'est pas à l'aise avec l'exercice. Après tout, la situation est plutôt stressante, et elle a le droit de s'être préparée à faire sa déposition. Vient alors une question banale dans la conversation. Le policier qui interroge Audrey Louvet lui demande simplement « Qui est cet ami qui l'a déposé près du cimetière ?» La jeune femme répond du tac au tac.
Il s'appelle Rémi Chen. Il est coiffeur à domicile. Elle a même son numéro de téléphone. Ah, comme on dit dans le jargon des boulettes, oups. Et oui, car sans le savoir, la jeune femme vient de commettre une erreur monumentale. Cette information à première vue des plus banales vient en quelques secondes d'anéantir un plan diabolique et mûrement réfléchi depuis de longues, très longues années. Rémi Chen. Voilà un nom dont les hommes de la police judiciaire de Montpellier, qui reprennent le dossier une semaine plus tard, vont beaucoup entendre parler. Pourtant, le coiffeur de 43 ans n'a a priori rien qui puisse être susceptible d'intéresser les enquêteurs. C'est simplement un ami d'Audrey Louvet, quelqu'un de discret, menant à première vue lui aussi une vie des plus banales. C'est lui qui a déposé Audrey à son rendez-vous. Voilà tout. Ce n'est qu'un détail dans l'enquête. Et pour le moment en tout cas, cela n'aide pas les policiers à retrouver la trace de Patrick. D'ailleurs pour l'instant aucune piste n'est écartée, qu'elle soit criminelle, accidentelle ou volontaire. Ce qui équivaut à peu près à chercher une aiguille dans une botte de foin. Patrick Isoire est toujours introuvable et les policiers n'ont que peu d'éléments en leur possession. Un scooter abandonné, ainsi que les noms d'Audrey Louvet et Rémi Chen. Voilà. Puisqu'il faut bien commencer quelque part, ils décident donc de vérifier si l'une de ces personnes, Patrick Isoire y compris, apparaîtrait quelque part dans leur registre. C'est le nom de Rémi Chen, le coiffeur sur lequel ne planait pas l'ombre d'une suspicion, qui s'affiche en premier à l'écran. Il s'agit d'une affaire datant de 2009, 5 ans plus tôt. Le dossier est clos depuis déjà longtemps, puisqu'une personne a décidé de mettre fin à ses jours. Il s'agit de Nadège, la femme de Rémi Chen. Ce dernier l'a retrouvée pendue dans leur garage un matin de juillet. Une effroyable tragédie pour laquelle des témoins de l'époque avaient tout de même été entendus. Et parmi eux, surprise, un nom ne leur est pas inconnu. C'est celui de Patrick Isoire, le disparu qu'ils recherchent depuis une semaine. Il s'avère que Nadège Chen était l'une de ses collègues de travail à l'hôpital. Voilà déjà qui est plus intéressant. Car Patrick Isoire et Rémi Chen n'étaient pas de parfaits inconnus l'un pour l'autre. Est-ce un hasard si, 5 ans plus tard, leurs deux noms se retrouvent encore côte à côte sur le bureau de la police ? C'est en tout cas une piste sérieuse qui mérite d'être creusée. Et c'est de toute façon la seule qu'ils aient sous la main. Avec l'accord du procureur, les policiers rouvrent donc ce dossier de 2009. Ils découvrent que Nadège Chen, l'épouse de Rémi, était alors employée comme femme de ménage à l'hôpital. C'est là qu'elle fait la rencontre de Patrick Isoire, avec qui elle s'entend très bien dès le départ. Mais à l'occasion d'une soirée arrosée entre collègues, Nadège et Patrick se laissent un peu trop aller et couchent ensemble. La jeune femme rentre chez elle aux aurores, où Rémi l'attend de pied ferme. Une dispute s'engage, pendant laquelle Nadège finit par avouer à son mari qu'elle l'a trompé, avec son collègue de travail. Le lendemain matin, alors qu'ils ont choisi de faire chambre à part, Rémi se lève et tombe sur une véritable scène d'horreur. Le cadavre de sa femme qui s'est pendu dans leur garage. Nadège a pris soin d'ôter tous ses bijoux et de laisser une lettre à l'intention de son époux qu'elle a déposée sur un tabouret en plastique. Elle se serait donné la mort car elle ne supportait pas l'idée d'avoir eu une relation extra-conjugale, trahissant ainsi son mari d'une façon impardonnable. Mais selon Rémi, qui enregistre lui aussi une déposition à l'époque, Nadège se confie à lui quelques heures avant sa mort et lui avoue que la réalité est bien différente de ce qu'il imagine. En fait, elle aurait été abusée par Patrick, son collègue, qui aurait profité de son état alcoolisé pour la contraindre à avoir un rapport avec lui. La vraie raison de ce drame serait donc un viol. Seulement, lorsqu'il convoque Patrick Isoire pour lui demander des comptes, les policiers ont alors un tout autre son de cloche. Contrairement à ce que prétend Rémi, il affirme que la relation était complètement consentie. Et plus encore, que Nadège et lui étaient tombés fous amoureux l'un de l'autre plusieurs mois auparavant. Jusqu'à cette fameuse soirée, ils ne faisaient que s'appeler régulièrement et se voir au travail. Mais selon les propres mots de Patrick, leur attirance l'un pour l'autre allait crescendo, jusqu'au point d'orgue de cette nuit de juillet 2009, où s'opère leur tout premier rapprochement physique. D'ailleurs, ce soir-là, Nadège confie à Patrick qu'elle a la ferme intention de quitter son mari. Mais souhaitant le ménager le plus possible, elle voudrait lui laisser le temps de digérer la nouvelle lorsqu'elle lui apprendra. Tous les deux comptent faire les choses bien, et en attendant, rester le plus discret possible. Nadège et Patrick seraient donc deux amoureux complètement épris l'un de l'autre, ce qui n'a clairement rien à voir avec le tableau de la victime et du bourreau, brossé par Rémi Chen. De toute façon, si tous les collègues de Patrick et Nadège étaient présents lors de cette soirée, ils ont sûrement dû voir ce qu'il s'y est réellement passé et avoir leur avis sur la question. Convoqués à leur tour au moment des faits à l'été 2009, ils confirment l'un après l'autre que Nadège Chen et Patrick Isoire
était amoureux, et que l'homme n'a jamais usé d'une quelconque forme d'abus envers la jeune femme. La justice a d'ailleurs si peu de doutes à propos de cette version que Patrick ne sera jamais inquiété une seule fois. Le dossier est clos, rangé au fond d'un tiroir. Mais les enquêteurs de la police judiciaire se demandent si, même après toutes ces années, Rémi ne pourrait pas avoir gardé une rancœur tenace à l'égard de son rival de l'époque. Une rancœur si amère qu'elle l'aurait obsédé jour après jour, jusqu'à finir par orchestrer la pire des vendettas. Après tout, ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid? Voici donc le scénario qu'imaginent les enquêteurs. Rémi a toujours tenu Patrick pour responsable de la mort de sa femme, et aurait depuis lors cherché à se venger sans parvenir à tomber sur la bonne occasion. Il se serait donc servi d'Audrey, qui fait parfaitement le lien entre les deux hommes, afin d'attirer Patrick dans un piège et le faire disparaître. D'ailleurs, l'un des éléments rapportés au moment de la mort de Nadège pourrait bien aller en ce sens. À l'époque, Rémi et Patrick avaient régulièrement l'occasion de se croiser sur leurs lieux de travail respectifs. Patrick était en effet amené à effectuer des livraisons dans les maisons de retraite ou les EHPAD. Et c'est justement là que se trouvait la majeure partie des clients de Rémi, qui exerçait déjà le métier de coiffeur à domicile. Et selon les témoins, Rémi était plutôt virulent lorsqu'il croisait Patrick, n'hésitant pas à crier sur tous les toits que sa femme était morte à cause de lui. Il lui aurait même lancé un glacial « Je t'aurai un jour » devant plusieurs clients médusés. On peut penser qu'il s'agit seulement de quelques paroles en l'air, des propos qui auraient échappé à Rémi sous le coup de l'émotion, et ce serait compréhensible. Mais l'étude de la téléphonie entre Rémi Chen et Audrey Louvet va démolir ce dernier doute. Premièrement, les policiers découvrent que les deux s'appellent très régulièrement depuis de longs mois, puis cessent brusquement tout contact juste après la disparition de Patrick Isoire. Pour quelle raison? Deuxièmement, il apparaît qu'Audrey n'a pas seulement contacté Patrick le 23 juin, mais de nombreuses fois les semaines précédentes. Et un détail plutôt troublant ressort de ses coups de fil. Audrey téléphone systématiquement à Rémi avant et après chaque appel passé à Patrick, comme si elle recevait des instructions, puis qu'elle rendait des comptes. Un autre élément semble aller définitivement dans ce sens. Et il se produit lorsque le commissariat appelle Audrey, le 25 juin, 2 jours après la disparition de Patrick. En bon petit soldat, à peine a-t-elle raccroché qu'elle s'empresse de contacter Rémi. Outre ces appels systématiques, Audrey et Rémi se sont envoyés un très grand nombre de SMS ces derniers temps. Il est malheureusement impossible d'en saisir la teneur, car tous ces messages ont été scrupuleusement effacés des deux côtés. Coïncidence? Les policiers n'y croient pas une seule seconde. Et comme les deux téléphones appartiennent à la célèbre marque à la pomme, ils vont jusqu'à prendre contact avec le FBI, ainsi que le géant américain Apple, pour tenter de les retrouver. La réponse leur revient sans délai. Apple ne rompt sa clause de confidentialité sous aucun prétexte, même pas pour de potentiels meurtres. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, j'imagine que ça dépend du camp dans lequel on se place. Bon, la désillusion est grande, mais il apparaît tout de même de plus en plus évident que le coiffeur soit celui qui ait tiré les ficelles dans l'ombre depuis le début, et qu'Audrey a joué le rôle de complice pour attirer Patrick dans un piège diabolique. Le problème, c'est que les policiers n'ont pas la moindre preuve capable d'étayer leurs soupçons. Déjà, Patrick Isoire est toujours porté disparu, personne ne sait s'il est vivant ou mort, et sans victime ni cadavre, il est plus que difficile pour la justice d'établir la vérité des faits. Et puis, hormis ce comportement suspect entre Rémi Chen et Audrey Louvet, il n'y a pour le moment ni arme du crime, ni empreinte ADN, ni trace de sang. En bref, seulement des suspicions. Autant dire, rien du tout. Mais il est bien trop tôt pour s'avouer vaincu, car les policiers n'en sont encore qu'aux prémices de leur enquête. Rémi et Audrey sont tous les deux invités à se rendre dans les locaux de la police judiciaire, où ils vont être placés en garde à vue. 15 jours se sont déjà écoulés depuis que Patrick a mystérieusement disparu, et à présent, tout semble reposer entre les mains des deux suspects. Les prochaines heures vont être déterminantes si les policiers veulent encore avoir une chance de retrouver le cinquantenaire en vie. Ils espèrent donc secrètement que la garde à vue finira par faire craquer l'un des deux suspects dans le temps légal dont ils disposent. Le compte à rebours est lancé. Dès le début de la garde à vue, une différence majeure se dégage entre l'attitude de Rémi Chen et celle d'Audrey Louvet. Si le premier refuse en bloc à avoir la moindre implication dans cette affaire, la seconde est bien plus fragile sur le plan émotionnel.
Les policiers ont le sentiment que c'est elle qui serait le plus susceptible de craquer. Ils insistent sur les incohérences du dossier. Ce créneau de 20 minutes, passer devant le cimetière du Pi pour y faire on ne sait pas trop quoi. Les appels suspects entre elle et Rémi. Et la presse de leur avouer la vérité. Malheureusement, contrairement à ce qu'ils pensaient, Audrey tient bon et s'accroche de toutes ses forces au récit qu'elle ne cesse de répéter comme un automate. Les hommes de la police judiciaire qui sont rodés à l'exercice et qui ont l'habitude d'entendre un bon nombre de témoins n'ont aucun doute sur le fait qu'elle a bien appris sa leçon. À court d'idées, ils tentent d'organiser une reconstitution avec les 2 suspects sur le lieu même de la disparition de Patrick Isoire, le fameux cimetière. Mais là aussi, leurs efforts restent vains. Rémi raconte qu'en allant chercher les clés d'un local, il a croisé Audrey, qui patientait à l'arrêt de bus. Comme il la connaît bien, non seulement parce qu'ils ont déjà eu une relation ensemble, mais aussi parce qu'il coiffe régulièrement ses enfants, il s'arrête et lui propose de la déposer où bon lui semble, ce qu'elle accepte. C'est finalement toujours le même discours qu'il leur sert en boucle. Les enquêteurs pourraient finir par se demander s'ils ne font pas complètement fausse route, et si tous leurs espoirs ne seraient pas fondés sur du hasard. Car en plus de répondre à toutes leurs questions avec aisance et naturel, Rémi Chen déclare que s'il a certes cultivé une certaine rancœur à l'égard de Patrick Isoire, au moment du décès de sa femme, il a depuis refait sa vie, et est à nouveau en couple. Bien que la mort de sa femme fût un événement dramatique et traumatisant, tout cela est à présent derrière lui. Malgré tout, au terme de la garde à vue, et alors que les suspects sont relâchés, les enquêteurs ont toujours l'intime conviction que le mobile de la vengeance est celui qu'ils doivent suivre. Le coiffeur et son ami sont placés sur écoute téléphonique, en priant pour qu'ils finissent par commettre un faux pas. Mais contre toute attente, c'est Marc Isoire, le frère de Patrick, qui va permettre à l'enquête de faire un incroyable bond en avant. Il signale aux policiers l'existence d'une grotte située juste à côté du cimetière du Pi. Son entrée se situe au pied du mont Saint-Clair, une colline qui constitue le point culminant de Sète et autour de laquelle s'est développée la ville. Lorsque l'armée allemande a envahi le sud de la France en 1942, elle y a creusé de profondes galeries, qui lui servaient à stocker d'importants lots d'armes et de munitions. L'entrée de cette grotte se situe à seulement 300 mètres du scooter abandonné de Patrick, juste à côté du cimetière. Une localisation stratégique pour cacher quelque chose, ou quelqu'un, et qui, à elle seule, justifie d'aller y jeter un coup d'œil. Le 17 juillet, les équipes de la police judiciaire se déplacent avec le matériel adapté pour fouiller ces longs dédales de couloirs humides et plongés dans l'obscurité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'endroit est peu accueillant. Des canettes gisent çà et là dans des petits recoins sombres qui servent habituellement de squat. Et l'odeur qui règne dans ces tunnels sinistres est nauséabonde. D'ailleurs, plus les policiers se rapprochent du fond de la grotte, moins elle devient supportable. Ce n'est pas sans raison, car sous le faisceau blanc des lampes torches se dévoile soudain une forme allongée au sol et totalement inanimée. Au vu de l'odeur et de la silhouette qui se dessine au milieu des ténèbres glacées de la roche, aucun doute n'est possible. Un cadavre humain est en train de pourrir ici. Bientôt, la grotte est assaillie par les pompiers et la police scientifique. Le corps est pour l'instant celui d'un inconnu. Mais certains, dont le frère de Patrick Isoire, qui s'est rendu sur place en toute hâte, a l'atroce conviction que c'est son petit frère qui gît là-bas. C'est triste, mais vous vous en doutez déjà. Le médecin légiste confirmera plus tard que c'est effectivement le corps sans vie de Patrick que l'on vient de découvrir. La mise en scène autour de sa mort est particulièrement difficile à entendre pour la famille de Patrick Isoire. Le cadavre est en partie carbonisé. Cependant, le feu n'a pas tout dévoré. Un sac en tissu est encore présent sur sa tête, ainsi que des liens qui laissent deviner qu'il a été ligoté. En ce qui concerne la cause de sa mort, on peut affirmer sans prendre de risque que Patrick Isoire a été victime d'une exécution impitoyable. 2 balles dans la tête. Un mode opératoire qui laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un crime barbare lié au grand banditisme. Mais est-ce réellement le cas ? Ou ne s'agit-il que d'un écran de fumée ? Rémi Chen, le coiffeur à domicile et père de famille sur lequel pesaient jusqu'alors tous les soupçons, aurait-il été capable de faire preuve de suffisamment de sang-froid pour assassiner son ancien rival à la manière d'un véritable tueur à gages? Au vu du contexte dans lequel a été retrouvé le cadavre de Patrick Isoire et de sa mise à mort, les policiers n'ont d'autre choix que d'explorer une nouvelle piste, celle du grand banditisme. Compte bancaire, vie familiale, fréquentation, dette de jeu, consommation de stupéfiants. La vie de la victime est passée au peigne fin, jusque dans les moindres détails. Et force est de constater qu'il n'a aucun lien de près ou de loin avec ce milieu. La victime,
c'était monsieur tout le monde. Votre voisin, votre oncle, votre collègue de travail. Il ne consommait pas de drogue, ne s'était endetté auprès de personne, et menait tranquillement sa petite vie de papa célibataire, qui aime son travail, ses amis, qui met un point d'honneur à faire de sa fille une priorité, et qui prend quotidiennement soin de sa mère âgée. Pour quelle raison une quelconque mafia ou organisation criminelle aurait-elle bien pu lui en vouloir? Rémi Chen, en revanche, a bien un mobile, et cela reste profondément ancré dans l'esprit des policiers, même si de prime abord, la violence du meurtre ne semble pas correspondre à sa personnalité. Une nouvelle expertise est tout de même ordonnée sur le téléphone portable du seul suspect, afin de vérifier son historique de recherche. Plusieurs mots-clés ressortent de cette analyse, tels que alibi, attiré, enflammé, essence cartouchée, grotte du Vigneret. Des termes qui pourraient presque constituer un aveu de culpabilité à eux seuls, tant ils sont incriminants quand on connaît le contexte du meurtre. C'est malheureusement encore loin d'être suffisant pour placer Rémi Chen et Audrey Louvet en état d'arrestation. Quant aux preuves présentes sur la scène de crime, le constat est le même. Il y a certes de nombreux déchets, mégots et traces ADN à proximité du corps de Patrick Izoard, mais la grotte est à l'image de ma chambre, un véritable dépotoir dans lequel se cumulent des tonnes de profils ADN aléatoires. Entre ça et la crémation du corps, les agents de la police scientifique ne peuvent tout simplement pas exploiter les éléments présents dans cette cavité. Il n'y a donc toujours aucune preuve permettant de relier formellement qui que ce soit au meurtre de ce que l'on appelle à présent la grotte sanglante. Ce fait est insupportable pour la famille de Patrick Izoard, qui ressent un profond sentiment d'injustice, et qui, tout comme la police judiciaire, est convaincue de la culpabilité de Rémi Chen et d'Audrey Louvet, mais qui se sentent condamnés à voir les semaines défiler, sans que rien ne soit entrepris pour les faire arrêter. Entendons-nous, cela ne signifie pas que la police cesse les investigations ou qu'elle met moins d'ardeur à résoudre cette enquête. Mais tout cela prend du temps. Entre les écoutes téléphoniques qui se poursuivent, les perquisitions, l'examen du cadavre et les analyses du laboratoire, ce sont finalement des mois qui s'écoulent. Un temps précieux que les proches de Patrick Izoard ont l'impression d'avoir perdu, car le résultat reste toujours le même. Mais si Rémi parvient à faire front devant toutes ces accusations et à rester droit dans ses bottes, pour Audrey, c'est une toute autre histoire. La jeune mère de famille ne supporte plus les regards appuyés qu'on lui lance quand on la reconnaît dans la rue, les chuchotements désobligeants sur son passage, et le jugement qu'elle ressent comme une pression constante sur ses épaules. Elle plie bagage et quitte la ville de Sète pour s'installer loin de ce tumulte judiciaire et médiatique insupportable. Direction la petite commune de Lunel, à 45 minutes de là. La vie reprend doucement son cours à Sète. Le temps faisant son œuvre, on entend de moins en moins parler de Rémi et d'Audrey, qui se font plus que discrets depuis que l'affaire a fait la une de la presse. Mais la colère de Marc, le frère de Patrick Izoard, ne retombe pas pour autant. 1 an et demi après le meurtre brutal de son petit frère, il décide de participer à l'émission Crime en direct sur Énergie 12. L'émission se concentre sur des crimes ou des disparitions non résolues. Elle fait appel au public afin de recueillir de nouveaux témoignages qui pourraient relancer les différentes enquêtes, tout en invitant des experts ainsi que des proches des victimes à s'exprimer sur le plateau. C'est ce que fait Marc Izoard, le 4 juillet 2016. Face caméra, l'homme brisé par cette tragédie en appelle à la solidarité et à la responsabilité de ceux qui pourraient être en possession d'informations concernant la mort de son frère. Et cet appel, lancé en direct à la télévision, va être entendu. Juste après le passage de Marc Izoard, le téléphone de la régie se met à sonner. Au bout du fil, une jeune femme, un peu timide et hésitante. Une certaine Sophie, qui vit à Lunel, tout comme Audrey. Elle explique qu'elle l'a rencontrée lorsqu'elle a emménagé près de chez elle, et que cette dernière lui aurait récemment confié avoir tendu un guet-apens à Patrick Izoard. L'information est immédiatement transmise à la police judiciaire en charge du dossier, qui parvient à retrouver la trace de Sophie, bien que celle-ci souhaitait rester anonyme. Dommage pour elle, car ils ne perdent pas de temps à la convoquer sans savoir si elle viendra ou non. Ils préfèrent carrément se rendre chez elle. Terminer l'anonymat. Impressionnée, si ce n'est terrorisée, la pauvre Sophie n'a plus le choix et se met à raconter ce qu'elle sait dans les moindres détails. Audrey Louvet n'est pas franchement une amie, plutôt une connaissance. Mais comme elle n'a ni amis, ni famille, et qu'elle se sent seule, elle commence très vite à confier à Sophie tout ce qu'elle a sur le cœur. Et ce n'est pas rien. Depuis des mois, elle ne cesse de parler de cette histoire de meurtre qui a eu lieu à Sète, avec un certain Patrick Izoard. Elle semble obsédée par cette affaire, et même un peu inquiète. Par gentillesse, Sophie lui prête une oreille attentive. Puis un jour,
L'aveu tombe de nulle part. Audrey avoue à sa nouvelle confidente qu'elle a bien piégé Patrick. Grâce à ce témoignage totalement inespéré, elle est de nouveau interpellée et placée en garde à vue en compagnie de Rémi Chen. Seulement, malgré ce nouveau moyen de pression, cette seconde garde à vue se passe exactement comme la première. La juge prend alors la décision de placer la jeune femme en détention provisoire afin de la pousser un peu plus dans ses retranchements. Rémi, lui, ressort libre du commissariat, car l'accusation de Sophie ne concerne alors qu'Audrey. Toute cette affaire repose à présent sur la force mentale de la suspecte, qui, malgré sa fragilité et sa naïveté, a déjà prouvé qu'elle pouvait tenir tête aux policiers. Mais aura-t-elle la même assurance derrière les barreaux ? 4 mois plus tard, en août 2016, le pari de la juge finit par payer. Audrey craque et annonce aux policiers qu'elle va leur dire toute la vérité concernant la mort de Patrick. La jeune femme dénonce Rémi Chen comme étant l'instigateur du meurtre de Patrick, ce dont les policiers et la famille avaient finalement toujours été convaincus. Et voilà comment tout aurait commencé. En 2014, Rémi Chen et Audrey Louvet se côtoient régulièrement. Ils sont amis, quelquefois amants, quand le besoin s'en fait ressentir. Et en plus de cela, il passe régulièrement chez elle pour rafraîchir la coupe de ses enfants. Au mois d'avril, Rémi avoue à Audrey qu'il éprouve de grosses difficultés financières, au point de ne plus parvenir à nourrir sa fille de 11 ans, qu'il a eue de son union avec sa femme Nadège. Son amie est une maman qui donnerait tout pour ses enfants. Cela, il l'a bien compris. Il sait aussi à quel point sa naïveté pourrait être un atout. Et c'est sans doute pour cela qu'il la teste, avec cette histoire de miséreux. Et ça fonctionne. Bien qu'elle ne possède rien, la jeune femme lui donne gracieusement une partie des conserves qu'elle venait d'aller chercher au Resto du Cœur. Sauf que Rémi Chen n'est pas pauvre. Loin de là. Son compte en banque pèse près de 400 000 € et il est propriétaire d'un bateau ainsi que de 2 maisons. Des fonds exceptionnels, alors qu'il ne déclare que 1 500 € de salaire. Rémi refusera toujours d'en expliquer l'origine, préférant rester vague en mentionnant un héritage, ou tout simplement une excellente gestion de l'argent. En revanche, il omet de parler des 600 Napoléons d'or dont sa femme Nadège avait hérité, et qui ont disparu de la circulation après sa mort en 2009. Des pièces dont la valeur équivaudrait à environ 500 000 €. Tout cela, évidemment, Audrey ne s'en doute pas une seule seconde. Elle a confiance en Rémi, qu'elle voit comme un ami sincère et gentil. Alors, lorsqu'il lui rend à nouveau visite quelque temps plus tard, en affichant une mine inquiète et sombre, elle tombe droit dans le panneau et lui demande ce qui l'angoisse à ce point. Rémi saisit cette perche sans attendre. Il lui raconte qu'il a prêté une grosse somme d'argent à un homme et que ce dernier refuse à présent de lui rendre. Le problème, c'est que s'il ne parvient pas à récupérer rapidement cet argent, il pourrait bien tout perdre. Son appartement, sa voiture, son travail, sa fille, tout. Alors, il a prévu de tendre un piège à cette crapule, en l'attirant dans la grotte située près du cimetière du Pi. Là, il compte bien faire venir 2 gros bras histoire de l'impressionner et de le pousser à lui rendre la somme due. Personne ne sera blessé et tout rentrera dans l'ordre. Il n'est pas un homme violent. Le cœur sur la main, la jeune mère de famille demande à son amie si elle peut l'aider, d'une quelconque façon. Ce à quoi Rémi répond qu'il a une photo de l'homme en question sur lui. Sur le cliché, c'est Patrick Isoire, bien sûr, qui ne doit strictement rien à Rémi, si ce n'est d'avoir blessé son orgueil. Mais ça, c'est un détail qu'ignore Audrey. Elle s'exclame qu'elle connaît justement Patrick, pour avoir été en couple avec lui par le passé. Rémi Chen referme ses griffes sur celle qu'il a choisie pour lui servir d'appât. Feignant la surprise, il répond par ces quelques mots. « Si tu le connais, c'est un signe du destin. Ça veut dire que c'est toi qui dois l'emmener à la grotte. » Rémi donne ses premières instructions à Audrey. Elle doit d'abord entrer en contact avec Patrick pendant quelques semaines, le mettre en confiance, prendre un verre ou deux avec lui. Le but étant d'abaisser sa vigilance, pour que le plan ne connaisse aucun raté le jour J. Tout se déroule exactement comme prévu, jusqu'au fameux jour du 23 juin 2014, lorsqu'Audrey recontacte une nouvelle fois la cible. Rendez-vous est pris, devant le cimetière, à 16h. Rémi dépose Audrey au rond-point du Vigneret, près du cimetière, en prenant soin d'emprunter les petites rues sinueuses de la ville pour éviter les caméras de surveillance. Audrey prend sagement place en attendant que Patrick arrive sur son scooter. Au fond, elle est heureuse de le revoir, car elle l'apprécie beaucoup. Mais elle n'oublie pas que Rémi, son ami le plus proche, risque de voir toute sa vie partir en fumée à cause de l'énorme somme d'argent que Patrick refuse de lui rendre. Alors elle s'en tient au plan. De sa petite voix gênée, elle indique à Patrick Isoire qu'elle aimerait aller se recueillir à l'endroit où elle a enterré ses chats. C'est un peu plus loin, dans la grotte du Vigneret. Patrick l'accompagne sans hésiter. Mais à l'entrée de la grotte, sombre et humide, il a un mouvement d'arrêt
et hésite à s'y engouffrer. Audrey doit insister pour le faire entrer à l'intérieur. Elle tenait vraiment beaucoup à Sécha. Finalement, parce qu'il sent que la jeune femme a réellement besoin de son soutien, Patrick accepte de la suivre jusqu'au fond de la grotte. Mais au lieu de la tombe de Sécha, c'est un homme dont le visage est caché par un masque blanc et armé d'un fusil qui l'attend. Rémi Chen. Contrairement à ce qu'il avait annoncé à Audrey, il est seul, et armé qui plus est. D'une voix rauque, il balance un rouleau de ruban adhésif à la jeune femme et lui ordonne d'attacher les mains et les pieds de Patrick Isoard. Le pauvre homme n'a pas la moindre chance de fuite, car l'agresseur bloque le passage vers la sortie en pointant son arme à feu droit dans sa direction. Audrey est déstabilisée et ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer, mais s'exécute. Une fois qu'elle a fini d'attacher Patrick, Rémi lui intime l'ordre de les laisser tous les deux et d'aller l'attendre au rond-point du Vigneret. Une nouvelle fois, Audrey obéit. En même temps, à cet instant, aucun autre choix ne s'offre vraiment à elle. Elle est complètement terrorisée. Et de plus, croit toujours que Rémi n'utilise toute cette mise en scène que pour mettre un petit coup de pression à Patrick. 20 minutes plus tard, Rémi réapparaît. Il ordonne à Audrey de grimper dans sa voiture. Puis il se tourne face à elle, dévoilant pour la première fois son véritable visage. « Si tu parles, je te bute toi et tes enfants. » Comme quoi, l'amitié ça tient finalement à peu de choses. Le lendemain, Audrey reçoit l'appel de Marc, le frère de Patrick. Après avoir raccroché, elle téléphone aussitôt à Rémi pour l'informer du fait que toute la famille du disparu le recherche et qu'elle ne sait plus quoi faire. Rémi lui conseille gentiment de la boucler, puis il lui apporte 200 € en liquide pour sa participation et lui précise juste que les choses ont mal tourné et qu'elle ne doit rien dire à personne, ni prononcer son nom devant qui que ce soit, et surtout la police. Quelques heures plus tard, Audrey commet l'erreur qui va braquer tous les projecteurs sur Rémi en mentionnant son nom lors de son audition au commissariat. Bon, les aveux de la jeune femme sont pris très au sérieux par les enquêteurs, qui ont enfin leur coupable sur un plateau d'argent. Rémi Chen. Ils sont jugés d'autant plus crédibles qu'Audrey ne cherche aucunement à minimiser son implication, admettant dès le départ qu'elle a bien joué un rôle important dans cette mise à mort. Voici comment 5 ans après le décès de sa femme, Nadège, presque jour pour jour, Rémi Chen aurait finalement accompli sa sombre vengeance. Le coiffeur cachait d'ailleurs tellement bien son jeu pendant tout le temps de l'enquête que les policiers en charge du dossier se demandent s'il n'aurait pas pu mentir aussi au moment du décès de Nadège Chen. Et vous allez le voir, il y a effectivement de quoi se poser la question. En premier lieu, on peut légitimement se demander pourquoi Nadège aurait souhaité mettre fin à ses jours. Si, comme l'affirment les collègues de Patrick au moment du drame, elle filait avec lui le parfait amour. Tous deux avaient des projets de vie de couple et semblaient être plus qu'heureux ensemble. Alors certes, l'annonce de la séparation ne serait pas une partie de plaisir, mais si c'est bien la vérité, Nadège Chen n'avait aucune raison de vouloir sauter la vie. Bien au contraire. De plus, un autre élément extrêmement important est à prendre en compte dans l'équation. Nadège n'était pas seulement une épouse, mais aussi et surtout la mère d'une petite fille de 11 ans, Laurine, qu'elle chérissait comme la prunelle de ses yeux. De l'avis de sa famille, jamais elle n'aurait fait endurer cela à sa fille. D'ailleurs, dans la lettre d'adieu, elle n'évoque pas une seule fois le nom de Laurine, ni pour lui dire au revoir, ni pour lui demander pardon, ni même pour lui dire une dernière fois combien elle l'aime. Tiens, parlons-en de cette lettre, justement. Elle n'est même pas signée. Mais le plus perturbant reste peut-être son contenu en lui-même, car ces quelques lignes ressemblent plus à une sorte de confession destinée à son mari qu'à une lettre d'adieu. Sur ce papier laissé en évidence à côté d'elle, Nadège s'adresse directement à Rémi, et seulement à lui, écrivant à quel point elle regrette de l'avoir trompé. Puis elle détaille le rapport qu'elle a eu avec Patrick, évoquant une pénétration de courte durée et sans éjaculation. Là, il y a 2 problèmes. D'abord, ces termes sont étonnamment crus pour une jeune femme très pudique et fervente catholique. Ensuite, ils ne ressemblent franchement pas à ce que l'on pourrait s'attendre à trouver dans une lettre d'adieu. Et honnêtement, on dirait que c'est plutôt l'ego de Rémi Chen qui parle. Mais bon, l'enquête menée un peu vite ne s'arrêtera ni sur ce fait plutôt inhabituel, ni sur les conclusions du médecin légiste qui remarque la présence de sillons atypiques autour du cou de Nadège. Selon lui, ces marques pourraient être la conséquence d'un étranglement suivi d'une pendaison. Pour ce fait, il conclut que l'intervention d'un tiers ne peut pas être exclue dans le cadre de ce décès. Ce qui signifie ni plus ni moins qu'il n'est pas improbable que quelqu'un ait un peu aidé Nadège à rendre son dernier souffle. Et quand on dit « quelqu'un », comment ne pas penser à la violence dont a fait preuve Rémi Chen lorsqu'il a assassiné Patrick Isoard. Même si rien ne prouve cette théorie, il n'est pas inconcevable d'imaginer que Rémi
et tué son épouse dans un accès de rage, notamment en apprenant qu'elle avait l'intention de le quitter et de partir avec son amant. C'en était trop, il a maquillé le meurtre. Comme si cela ne suffisait pas, les voisins de l'époque sont témoins des cris, des disputes, mais au moins une fois aussi, d'un coup porté à Nadège qui lui avait laissé un hématome violacé sur le visage. À ce moment-là, Rémi invoque les crises de somnambulisme de sa femme. Quelquefois, elle peut se cogner contre les meubles. La famille de la victime n'a de toute façon jamais cru qu'elle ait pu mettre fin à ses jours. Quoi qu'il en soit, le meurtre de Patrick Isoire dans la grotte sanglante de Sète aura au moins permis de jeter un œil nouveau sur la mort suspecte de Nadège Chen, ce qui a eu pour effet d'ordonner la réouverture du dossier en 2024, et qui est encore en cours d'instruction à l'heure actuelle. Jugé aux assises de l'Hérault en janvier 2021 pour l'assassinat de Patrick Isoire, Rémi Chen maintient sa première version des faits, en se déclarant toujours totalement innocent et accusé à tort par Audrey Louvet. Le verdict tombe au bout de 10 jours d'un procès sous tension, et sur lequel la mort de Nadège a pesé du début jusqu'à la fin. Audrey Louvet est reconnue coupable et condamnée à effectuer une peine de 12 ans de prison. Rémi Chen, quant à lui, est également reconnu coupable, et il écope de 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Aucun d'entre eux ne fait appel de ce jugement. Mais dernier rebondissement en date. Fin 2024, Rémi Chen reconnaît tout à coup le meurtre devant un juge au beau milieu d'une phrase. « J'ai fait des choses, j'aurais pas dû. Je regrette le déroulement des choses, de l'avoir tué, tout ça. » Cet aveu circonstancié est peut-être enfin le point de départ qui mènera à la vérité concernant l'étrange mort de sa femme, Nadège Chen. Voici pour cette affaire criminelle française. N'oublie pas de t'abonner à CyberGhost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost. Tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, vous pouvez écrire grotte en commentaire. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie aussi d'être toujours présent. Et nous on se dit à très vite. Bye.